Salut Arthur. Salut Héloïse. Tu es caméraman et réalisateur pour des documentaires animaliers. C'est ça. Tu as notamment travaillé pour la série qui est diffusée sur Arte qui s'appelle Merveilles de la nature. Et au moment où on se parle avec ton équipe, tu présentes un documentaire qui s'appelle 5000 ans de murmures, qui est présent dans différents festivals. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas. Je suis trop contente de t'avoir sur VOD aujourd'hui, parce que tu le sais peut-être pas, mais en fait tu réalises un rêve. Depuis toute petite, je regardais des documentaires animaliers et genre je voulais trop poser mes questions, des questions de peut-être très innocentes, de petites filles qui regardaient des docus, et en même temps toute la réflexion sur mais comment ça se passe un tournage dans la jungle par exemple. Donc, ravie de t'avoir là sur le canapé pour te poser toutes mes questions. Avant de commencer l'interview, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, commenter, liker, partager cette vidéo. Déjà pour booster mon ego, mais aussi évidemment pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Donc du coup, Arthur, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire surtout quel est ton parcours et comment est-ce qu'on devient réalisateur de documentaires animaliers ? Alors, moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Hein. Je savais pas que c'était un métier qui existait à la base. Je sais juste que j'étais toujours été passionné d'animaux et de documentaires animaliers aussi depuis tout petit. J'en regardais beaucoup quand j'étais enfant. Ouais. Et puis après, en grandissant, il y a eu une longue période où ça s'est un peu oublié, jusqu'à ce que je reprenne la photo animalière beaucoup plus tard, à travers des voyages, et je découvre l'existence d'une école de cinéma animalier à Ménigoutte, quelque part perdue dans le Poitou-Charentes. Tout me plaît dans ce que tu viens de dire. Ménigoutte, Poitou-Charentes et un truc spécifique pour les documentaires animaliers du coup. Ça s'appelle l'Institut francophone de formation au cinéma animalier. Et donc j'ai fait 2 ans d'école là-bas, et à la fin de ces 2 ans où on apprend un petit peu tout ce qu'il y a à savoir dans le cinéma animalier, de l'écriture du scénario jusqu'à faire son propre film de A à Z, et j'ai été engagé par une boîte de production qui encore aujourd'hui me fait travailler sur différents projets pour la télé, pour Arte, et me fait voyager un petit peu autour du monde pour aller filmer les animaux et d'autres choses liées aux problématiques environnementales. Trop bien. From Ménigoutte, tout le reste du monde. From Ménigoutte to Paris. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe ? Enfin, je sais pas s'il y a vraiment une journée type, parce que j'imagine que ça dépend des destinations, des espèces que vous allez voir, mais ouais, s'il y avait une journée type de tournage, ça se passe comment ? Alors, l'avantage de ce métier, c'est qu'il y a vraiment rarement de journée type. Ça va dépendre de l'endroit où on filme. Par exemple, il y a une grosse différence si on est envoyé sur un écosystème de jungle où on va avoir de la vie très abondante des animaux partout, donc on ne sera pas obligé forcément de se cacher, on devra se protéger de la pluie, alors que si on est dans la montagne par exemple, là, on va pouvoir passer 5 jours sans voir un animal et là être prêt pour le moment où on va voir l'animal qu'on a cherché 5 jours, donc ça sera beaucoup de marche et puis très très peu d'images, alors que la jungle ça sera peut-être un petit peu l'inverse. Ouais. Faut être sportif quand même pour faire ce métier. C'est bien d'être sportif. Parce que si on veut porter le matériel, parce que des sacs qui sont quand même assez lourds, c'est vrai que ça aide pas mal. Il y a aussi des prises de vue qui sont sous l'eau, etc. Tu dois passer des niveaux de plongée, enfin, ça fait partie du diplôme ou tu fais ça en plus On peut faire ça en plus, et là pour le coup, il n'y a pas besoin d'être trop sportif. Il faut passer ces niveaux de plongée et ça donne accès à des zones où on va voir certains animaux. Alors, la plupart des animaux sont entre 0 et 20 mètres de profondeur, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de qualifications. Mais si on veut aller sur des animaux un peu plus gros, ou des épaves, ou des endroits un petit peu, un peu plus inaccessibles, ouais, c'est bien de passer ces niveaux. Tu te disais, en montagne, il faudrait être patient, ça peut prendre du temps avant d'avoir des prises d'animaux. Un tournage, il peut durer... vous partez, vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre, en fait. Alors on sait combien de tournages on a, donc on a par exemple 3 semaines pour avoir tant d'images, pour avoir toutes ces séquences, pour avoir ces animaux-là. Okay. Mais on sait jamais vraiment, on sait pourquoi on part, mais on sait jamais avec quoi on va revenir. Ok. Donc par exemple, quand j'ai fait un tournage au Kazakhstan, et puis on avait une partie où on devait filmer la Panthère des Neiges, mais on n'avait pas du tout assez de temps, la fameuse Panthère des Neiges, mais on n'avait que 5 jours, donc c'était un petit peu, ça relevait du miracle. Ouais. Il y avait beaucoup de marches à faire, donc on a eu des bouquetins, des gypaètes barbus, des grands rapaces, des picasses, et un peu comme des hamsters de roche. Ouais. Pas de Panthère des Neiges, mais c'est pas grave parce qu'on avait plein d'autres animaux. Ok, mais pour le coup, du coup, je l'ai regardé ce docu au Kazakhstan et il y avait des rushs de Panthère des Neiges. Est-ce que
Vous les avez piqués à qui? On les a piqués à l'organisme qui nous accueillait sur place, donc Ok. l'Institut de zoologie d'Almaty. C'était quand même celles qui vivaient à l'endroit où vous étiez allés, c'est juste c'est pas vous qui les avez vues, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tu parles de scénario, de voilà, on ramène des images, mais on sait pas lesquelles. Quand vous partez, est-ce que vous savez déjà quelle espèce vous visez je sais pas, genre, on aimerait avoir tel animal et on le veut pendant sa reproduction ou en fait, vous allez orienter le docu en fonction de ce que vous trouvez sur place? Là, tout dépend vraiment du scénario qui a été écrit. Ça se passe à la base, si on va chercher plutôt des reproductions ou des animaux qui ont des comportements très spécifiques, et donc tout sera écrit dans le scénario. Il faut vraiment se renseigner sur le mode de vie de l'animal, où est-ce qu'on peut le trouver, les meilleurs endroits pour aller le voir. Peut-être que ça va faire partir dans des pays spécifiques, ou alors qu'on peut le filmer en France si jamais il est visible. Et alors à l'inverse, par exemple sur la série Merveilles de la nature, c'est plutôt on choisit un lieu. Et on va essayer de décrire tous les animaux qu'il y a autour de ce lieu. Ok. Donc c'est des façons de faire différentes, mais voilà, il y a vraiment un scénario à la base. Ok, c'est trop intéressant. Et même si on le respecte jamais complètement, Ouais, on il est sensible, libre, quoi. mais c'est une feuille de route un peu pour vous guider. C'est quoi. ça. Une fois que vous arrivez sur place, comment est composée l'équipe de tournage? Est-ce que j'imagine que vous faites aussi aider par des locaux pour trouver les animaux, connaître les bons spots, les lieux, etc. Les tournages de documentaires, c'est des tournages à petit budget par rapport à la fiction. Ok. Donc on est des équipes restreintes. Mais il y a toujours un caméraman, 2 caméramans. Le réalisateur est souvent aussi caméraman. Ok. Et puis après, on a un preneur de son. Il peut y avoir un droniste. Souvent, le preneur de son est aussi droniste. Enfin, c'est bien d'être multicasquette, quoi, Ok. parce que des fois on part à 2, des fois on part à 4. Idéalement, 4 c'est bien. C'est plus pour une raison de petit budget que faut pas être trop nombreux dans une zone avec des animaux. C'est plus le petit budget parce Ouais. que on peut toujours séparer les teams après, envoyer des gens le matin, Oui. d'autres l'après-midi. On n'arrive pas à 4 au même endroit pour filmer le même animal. Ok. Ça serait un peu compliqué. Est-ce qu'il y a aussi des locaux en plus de cette équipe restreinte? Dans tous les cas, on aura peu de temps pour filmer beaucoup de choses. Donc les locaux, c'est capital qu'il y en ait dans l'équipe parce que eux, c'est ce qu'on appelle un fixeur. Ok. On aura quelqu'un qui lui connaît les espèces animales, il connaît d'autres locaux qui ont peut-être entendu parler d'un animal qui traînait dans tel coin. C'est eux, ils sont sur place, ils se renseignent et c'est eux qui préparent tout le tournage en amont et donc ils nous font gagner un temps absolument fou. So there you can see that he actually scraps this ground, and then there are his feces that he extracts when he does this movements. Yellow. Ok. Donc c'est vraiment un mec qui fait partie de l'équipe à part entière. Mais c'est pas forcément un Complètement. scientifique. Non, il y a des scientifiques, et les scientifiques sont d'ailleurs pas forcément les gens les plus qualifiés pour nous parler d'animaux. Et les Ça sent tellement le vécu. T'as levé les yeux aussi en mode. Non, mais les scientifiques ils s'aident justement de fixeurs pour eux leurs recherches parce que c'est des gars qui connaissent le terrain, qui ont l'habitude d'aller voir certains animaux, qui connaissent la jungle comme leur poche ou certains sentiers à travers la montagne que personne connaît. Ok. Donc ils peuvent nous emmener vraiment dans des zones qui vont donner des images exclusives et Ok. c'est un peu le but des documentaires. Et genre, peut-être que j'ai une image un peu biaisée et romantique de comment ça se passe et tout, mais genre, je vous imagine en petite équipe le soir dans la cabane avec justement les locaux qui vous racontent des anecdotes sur tel animal qu'ils ont vu ou même, je sais pas, genre, j'imagine que au-delà des animaux et du tournage, il y a un truc hyper humain à voyager. Ça dépend des tournages. Ok. Il y a des fois où ça va être très, on va dire aseptisé, où on va avoir, je sais pas, on va peut-être dormir à l'hôtel et puis les animaux sont tellement faciles à filmer qu'on aura juste à aller en voiture le matin pour aller les voir. Et à l'inverse, des pays comme le Kazakhstan, j'ai vécu un voyage fantastique où on était avec des rangers de l'Institut scientifique d'Almaty qui cherchaient la panthère des neiges et on était dans la petite cabane au milieu de la réserve interdite à tout le monde parce que c'est une zone vraiment très protégée et voilà, on buvait de la vodka en parlant des fois où ils avaient vu la panthère des neiges, donc c'était exceptionnel. Et du coup, ça va être le moment de mes questions un petit peu innocentes de petite fille. Il y en a que 2. La première, c'est est-ce que... Alors, en grandissant, je me suis dit, bah non, mais c'est juste qu'ils ont des caméras hyper puissantes, mais il y a plein de fois, on regarde des docus, on se dit, mais c'est pas possible, là, le caméraman, il est à 1 mètre de l'animal. Est-ce que des fois, vous êtes vraiment proche, ou en fait, c'est vraiment juste une illusion et voilà. Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous êtes proche des animaux, ou est-ce que c'est juste des grosses caméras?
Alors il y a des grosses caméras et il y a des fois, quand on a de la chance, où les animaux, si on est bien caché, l'animal va venir et puis là on peut avoir des images fantastiques. Il y en a qui sont pas trop farouches. Ouais, tout à fait. Il y en a qui, par exemple, en Patagonie, le puma, c'est un animal qui, lui, peut vous passer à 5 mètres sans broncher, quoi. Donc là, ça peut faire des images de folie, alors que vous n'aurez jamais ça avec un loup en France, parce qu'ils sont chassés. Donc souvent, c'est dans les endroits où les animaux sont surprotégés qu'on peut avoir ce genre de choses. Ok, trop bien. Putain, j'aurais pas dit puma si j'avais dû deviner quel animal s'approchait le plus de la caméra. Mais trop bien. Je suis en plein montage, du coup, je le visualise. Et ma deuxième question, un peu bête. Tu sais, des fois, dans des documentaires, on suit un individu. Il lui donne un petit prénom et tout. C'est un bébé. Après, on le voit grandir. Dis-moi que c'est le même qu'on suit toute sa vie. C'est là que la petite fille perd ses rêves. Ouais, parce que il y a beaucoup de productions où, pour les besoins du scénario, on va faire appel à des animaux imprégnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? un animal imprégné, en gros, c'est un animal qu'on a habitué à l'homme. Okay. Et donc, on peut lui faire un petit peu ce qu'on veut pour avoir les images. Mais quoi ? Ok, putain, voilà. Je pensais pas du tout. Comme la chouette d'Harry Potter, quoi, en gros. Ah ouais, ok. Dans des documentaires animaliers, on a ce genre de choses. Ça arrive plus couramment qu'on croit. Oh là là, ouais. Ok. J'ai vraiment une réaction là. Ouais. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon, mes rêves sont brisés. Ça, Après, c'est pas toutes les productions ne font pas ça, et il y en a qui tiennent à avoir une démarche 100% sauvage. Mais après, faut un plus gros budget aussi, j'imagine. Pas forcément, mais c'est juste une organisation un peu différente. Mais par contre, souvent ça se passe au scénario, c'est-à-dire que si on écrit des choses impossibles à filmer, on va être obligé de devoir ensuite magouiller pour avoir les idées. Et il y en a aussi qui aiment bien faire ça parce que l'image à la fin, le film à la fin, justifie pour eux d'utiliser des animaux imprégnés. Ok. Voilà. Ce n'est pas ma démarche. D'accord. À titre personnel. Ce n'est pas le cas des Merveilles de la Nature sur Arte. Ce n'est pas le cas des Merveilles de la Nature. Tous les liens sont dans la description. En tout cas, ceux que je réalise. Ok. Oui, parce que du coup, tu as réalisé l'épisode au Kazakhstan. T'en as pas mal parlé, mais t'es aussi caméraman pour un épisode aux Philippines, notamment. J'ai oublié toutes les autres destinations. Il y en a beaucoup trop. T'as fait le tour du monde. Mais ouais, j'ai trop aimé. J'ai adoré préparer cette interview et me dire quoi faire. Regarder des documentaires animaliers, en fait. C'est exactement ce que je voulais. Il y a pire comme devoir. Voilà. On parlait des Merveilles de la Nature sur Arte. C'est un documentaire une série de documentaires qui a plutôt vocation à parler aussi des enjeux climatiques et de l'importance, justement, en tout cas, qui parle de l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. Et vu que c'est des documentaires animaliers, vraiment sur les animaux. On découvre aussi le parcours d'hommes et de femmes qui se battent pour sauvegarder cette biodiversité. Est-ce que... en tout cas, moi, en tant que spectatrice, je remarque que de plus en plus de documentaires animaliers qui sont produits aujourd'hui ont quasiment tous, je pense à One Planet sur Netflix, ont tous cette vocation à vouloir transmettre un message. Est-ce que quand tu as choisi de faire ces études, tu t'es dit, il y a aussi un engagement derrière ou juste, tu t'es retrouvée là-dedans sans savoir que ça allait prendre cette envergure ? À la base, moi, c'est vraiment pour ça aussi que je voulais faire du documentaire. C'est parce qu'il y a le plaisir évident d'être dans la nature au quotidien et d'aller filmer les animaux, mais aussi pour pouvoir transmettre ce message de conservation, parce que on entend tous les jours un peu plus de nouvelles de milieux détruits ou réchauffement climatique, l'acidification des océans, et avec l'image, on peut vraiment montrer ces phénomènes concrètement. On peut voir un océan qui se réchauffe et qui s'acidifie, ça va faire blanchir les coraux de la barrière de corail. C'est hyper loin de chez nous, mais du coup, quand on regarde les documentaires, on se dit « Ah, mais ok, c'est ça l'impact que ça a ». Et c'est visible, et les animaux sont un indicateur de toutes les choses qui se passent qu'on ne voit pas forcément. Et donc, donner une voix par ces images, ça rend concret aussi un petit peu ces phénomènes qui se passent. Mais d'ailleurs, tu as fait un projet d'étude où tu as choisi, alors c'est pas exact, ça concerne la biodiversité, mais pas tellement le réchauffement climatique, tu as choisi de faire un docu sur la chasse à courre. Alors
Alors, j'ai regardé le documentaire en soi, il n'y a pas forcément une prise de parti, mais bon, techniquement, de décider de faire un documentaire sur la chasse à courre et de filmer à la fois, on va dire, les pro-chasse et anti-chasse qui dénoncent toute la polémique qui est autour de ça. Pareil, pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème pendant tes études ? C'est que la chasse à courre, je ne connaissais pas ça quand je suis allé dans le Poitou-Charentes, étant originaire des montagnes. Et j'étais en train de filmer les cerfs pendant le brame du cerf, c'est en ce moment d'ailleurs. Et j'ai croisé donc ce groupe de chasseurs à courre, donc une vingtaine de cavaliers, 40 chiens qui sont arrivés vraiment à côté de l'affût et qui m'ont ruiné ma matinée. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Je ne pensais pas que ça existait encore et du coup ça m'a donné envie de me lancer dans le documentaire qui n'était pas si facile que ça puisque avec les anti-chasses, les AVA que j'avais été interviewé aussi du coup, ils sont très très méfiants de toute caméra et ils m'ont laissé après quelques discussions les filmer et donc même si je cautionne pas forcément leur pratique, ils m'ont fait confiance pour que je ne les détruise pas à l'image en gros. Et donc je pense que la meilleure façon de leur rendre leur confiance, c'était d'être le plus impartial possible et de laisser s'exprimer les chasseurs à courre et les anti-chasses chacun de leur côté, que le spectateur se fasse son idée de la pratique. Ouais, bah franchement c'est bien réussi. Un des autres sujets que je voulais voir avec toi, c'est justement le documentaire, alors qui a rien à voir, qui est un peu un ovni par rapport aux merveilles de la nature sur lequel tu travailles, qui est pas non plus pas vraiment un documentaire animalier, donc c'est 5000 ans de murmures, qui donc en ce moment dans des festivals, et on espère, on croise les doigts qu'il sera récompensé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que j'aurais du mal à le présenter. Alors 5000 ans de murmures, c'est un projet à la base, issu d'une tradition. À la fin de notre école de cinéma animalier du Poitou-Charentes, chaque promotion part faire un film à l'étranger. Et donc nous on est partis à 11 au Kazakhstan sur un projet. Donc à la base l'idée c'était de faire un projet de film post-apocalyptique sur ce qui se passe au Kazakhstan. Donc on avait des faits marquants en tête comme l'assèchement de la mer d'Aral par le régime soviétique, comme des épidémies qui ravagent des milliers d'antilopes saïga qui sont proches de l'extinction. Et donc ces choses-là qui sont très, très graphiques et qui sont très parlantes nous ont donné envie d'aller là-bas. Le projet, il devait durer 2 ans normalement, et avec le Covid et avec plusieurs éléments, ça a duré finalement 4 ans. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, on a un film qui est beaucoup plus abouti et qui nous a beaucoup plu. En vrai, moi j'ai appris plein de choses en regardant ce documentaire du coup, et le Kazakhstan c'est pas le pays dont on parle le plus, et notamment toute cette période justement post-soviétique. Est-ce que c'est l'école du coup qui vous paye ce voyage-là ? Alors non, pas du tout. Pendant nos 2 ans d'études, on a cherché des fonds, on a fait des prestations à droite à gauche, des documentaires pour des organismes, et on a réussi à rassembler un petit pécule, et on a aussi fait évidemment un appel aux dons où beaucoup de nos familles nous ont aidés. Et après ça, on avait assez pour faire 2 voyages au Kazakhstan et faire vivre le film de l'écriture jusqu'à la post-production et au festival maintenant. Trop bien. Mais là, on n'a plus rien. En tout cas, à l'heure où on parle, je ne sais pas encore du coup où est-ce qu'on pourra voir le film, est-ce qu'il sera encore en festival, si jamais il y a des dates de festival ou quoi que ce soit, en tout cas, toutes les infos seront dans la description. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu rêverais de faire en documentaire, de réaliser, ou des destinations que tu voudrais absolument faire ? Alors les destinations, il y en a vraiment beaucoup. L'Alaska, j'ai très très envie d'y aller. J'aurais beaucoup aimé aller aussi en Sibérie, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Et pour les sujets, là j'ai commencé à écrire un sujet de documentaire sur notre rapport au monde sauvage. Ok. Donc pour l'instant c'est encore assez abstrait, mais voilà un petit peu la perte de la beauté du monde sauvage, qu'est-ce que ça signifie pour nous et pourquoi c'est quelque chose qu'il faut empêcher à tout prix. Ok, trop bien. Est-ce que avant de se quitter, tu pourrais nous raconter une anecdote de ton choix ? Soit ça peut être un de tes meilleurs souvenirs ou une galère de tournage. Souvent les anecdotes c'est quand même des galères. Donc je peux raconter une plongée un peu calamiteuse
dans un lac pour un projet au Kazakhstan. On devait plonger dans un lac, une forêt engloutie. Donc c'était un endroit absolument magnifique. Et il faut avoir des autorisations spéciales pour plonger à l'intérieur, qu'on a réussi à avoir. Mais c'était au beau milieu du Kazakhstan. Il y a très très peu de gens qui plongent parce que il n'y a pas d'endroit vraiment où plonger avec des bouteilles. Donc on a dû trouver une équipe sur place qui avait un club de plongée, qui nous ont emmenés, mais qui n'était pas forcément qualifié, je pense, pour faire ce qu'on devait faire, parce qu'on devait plonger dans une eau à 4 degrés. Et donc on avait des combinaisons de 5 mm, mais qui sont pas suffisantes pour ce genre de plongée. Après avoir plongé, en fait, quand on est dans le froid, il y a un phénomène qui fait qu'on narcose un petit peu au bout d'un quart d'heure, et donc on commence à perdre un petit peu la boule sous l'eau. Yes. Et le caméraman brésilien qui était avec nous, il est remonté à un moment, il bougeait plus à la surface, quoi. On comprenait pas trop ce qui se passait, on a commencé à tous avoir un petit peu peur, et sauf qu'il était il ne sentait tout simplement juste plus son corps, et il avait poussé le truc à la limite. Donc je lui dis encore merci aujourd'hui, parce que par amour de l'image, il allait au bout de ses capacités. Il était avec un accompagnateur qui l'a aidé à sortir. C'était plus la sortie de l'eau qui était compliquée pour lui, mais voilà, on s'est fait une petite frayeur ce jour-là avec notre ami Enrique. Ah oui. Quand tu me parles de galère, tu vas bien. C'est la pire. C'est la pire, voilà, ok. Ok, ouais. Quand on voit les images, on se dit pas qu'il s'est passé ça entre-temps. Ok, incroyable. Après, je peux faire quelque chose peut-être de plus positif aussi. Ouais, je veux bien là. Non, plus personne va vouloir être réal de documentaire ou caméraman, quoi. Non, par exemple, c'est la première fois que j'ai vu des loups. Au Kazakhstan aussi, en hiver. Et on cherchait des bouquetins ce jour-là, sauf qu'on avait on avait nos guides qui nous disaient, donc les fameux fixeurs, voilà, il y a un troupeau de 70 bouquetins qui est juste à côté de cette montagne, c'est sûr vous les aurez. Okay. Donc là, quand on nous dit c'est sûr vous les aurez dans un tournage de film animalier, on y va, quoi. On y va, c'est quelque chose qui normalement ça n'arrive pas. Effectivement, ça n'est pas arrivé. Les bouquetins n'étaient pas là, on avait leurs traces qui partaient lentement vers les montagnes. Donc on a dû partir un peu dans toutes les directions pour se rabattre sur quelque chose d'autre. Et jusqu'au moment où, en montant au sommet d'une crête, j'ai entendu une meute de loups crier. C'était en mi-novembre. Donc ils étaient au milieu d'un bois. Je me suis dit, oulala, alors là, il faut absolument que j'essaye de les filmer. En continuant à marcher sur la crête, j'ai vu des gypaètes barbus voler. Donc c'est des vautours et un vautour moine. C'est des oiseaux, quand on les voit un petit peu stagnants comme ça, ou même posés, le vautour moine était posé, en général, c'est le signe qu'il y a une carcasse d'animal mort quelque part. Okay. Donc j'étais de plus en plus confiant, et là j'avais vraiment une direction. Je me suis dit, wow, il va se passer quelque chose, quoi. Je me suis embusqué, je ne voyais pas où était la carcasse, à une 50aine de mètres des vautours, et jusqu'au soir, je pensais qu'il n'allait rien se passer, que c'était peut-être juste, ils étaient de passage dans le coin, et vraiment à la tombée de la nuit, il y a un grand loup qui est sorti, et qui a sorti une carcasse de sous un arbre, et qui a commencé à manger tranquillement. Jusqu'à la nuit, j'ai pu le regarder, et à la nuit sortir de ma cachette et repartir au camp, parce qu'on avait notre avion 4 heures plus tard, donc il fallait vraiment se dépêcher. Mais je serais bien resté là la matinée du lendemain. Malheureusement, j'ai pas pu. Incroyable, t'as déjà eu un peu de spectacle. C'est un beau souvenir qui restera longtemps en tête. Ouais. Trop bien. Ouais, je suis contente que t'aies fini par un truc plus positif. Écoute, avant de se quitter, comme je demande à chacun de mes invités, est-ce que t'aurais une reco à nous faire, une recommandation du moment? Ça peut être un documentaire, un podcast, un livre, un documentaire à regarder. Je dirais tout simplement de s'abonner sur la plateforme Tenk, qui est assez formidable. C'est une plateforme où il y a vraiment plein de documentaires de gens très très talentueux, et c'est une source infinie d'inspiration. Ok, j'adore. Merci beaucoup Arthur d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager. Il y a aussi du contenu inédit qui vous attend sur le compte Instagram et TikTok et la page Facebook. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup. À bientôt.